C'est un symbole fort. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré il y a quelques jours le prince héritier saoudien MBS en Arabie saoudite. Cette rencontre devait être tenue théoriquement secrète, mais elle a fuité, sans doute délibérément, et ce n'est pas un hasard, c'est révélateur. Le regard que porte Israël sur ses voisins arabes, je veux parler ici des nations arabes voisines, pas de la question palestinienne, ce n'est pas mon propos. Ce regard est en train d'évoluer. Il a longtemps été marqué par la guerre, par la défiance, mais aujourd'hui, les ennemis d'hier sont en train de devenir progressivement des partenaires. Israël, depuis sa création en 1948, se sent encerclé. C'est un sentiment compréhensible, le pays est petit par la taille comme par la population. Une superficie de 22 000 km² en incluant les zones contestées du plateau du Golan, occupées par les forces israéliennes, et en excluant évidemment les territoires palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. 470 km de long, 130 km de large au maximum, une population de 9 millions d'habitants, le monde arabe en compte 430 millions des habitants, soit 50 fois plus. Sur ces 9 millions d'habitants, 75% sont juifs, 20% sont des arabes israéliens. Mais la proportion des juifs va tendre à augmenter dans les années qui viennent en raison du taux de natalité très important parmi les juifs ultra-orthodoxes. Tout autour d'Israël, des pays arabes. Au nord, le Liban, la Syrie, à l'est, la Jordanie, au sud et à l'ouest, l'Égypte. On peut donc comprendre qu'Israël se sente encerclé, presque assiégé par le monde arabe tout autour. Précisons qu'évidemment, les Palestiniens, eux, ont le sentiment inverse, le sentiment d'être assiégés par Israël. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'histoire moderne des relations entre Israël et ses voisins arabes, pas la querelle ancestrale autour de Jérusalem, terre sainte à la fois pour les juifs, les chrétiens et les musulmans. Et l'histoire de ces relations, c'est une évolution de la guerre vers la paix. Si l'idée sioniste remonte au XIXe siècle, Israël est en réalité un État créé de toutes pièces en 1948, après la Shoah, pour permettre aux Juifs qui le souhaitent d'avoir une terre à eux, mais sur des terres occupées préalablement essentiellement par les Palestiniens. Les pays arabes voisins vont donc logiquement s'y opposer. Il s'ensuit 4 guerres israélo-arabes, en 1948, en 1956, en 1967, la guerre des 6 jours, et en 1973, la guerre de Kippour. En résumé, Israël sort militairement vainqueur et renforcé de ces conflits et agrandit son territoire militairement, bien au-delà des limites fixées à l'origine par l'ONU. Israël en tire un sentiment de supériorité militaire. Son armée est puissante, moderne, dotée de la bombe nucléaire, même si ce n'est pas officiel, depuis un demi-siècle. Cela se double d'un sentiment de supériorité politique. C'est un système démocratique, la seule démocratie de la région, au milieu de régimes arabes autoritaires. À partir de la fin des années 70, une nouvelle phase démarre dans les relations. Elle est d'abord marquée par des accords de paix avec l'Égypte en 1978, avec la Jordanie en 1994 et avec les Palestiniens à Oslo en 1993, même si ces accords seront sans lendemain. Cette phase est également marquée par des interventions militaires beaucoup moins probantes, beaucoup moins efficaces, lors de l'intervention au Liban en 1982 et surtout lors de la guerre contre le Hezbollah libanais en 2006, un échec. Le logiciel israélien évolue donc peu à peu. Les ennemis, désormais, ce sont l'Iran chiite, perse, non arabe, dont les dirigeants sont violemment anti-israéliens, l'Iran et son allié, le Hezbollah au Liban. Les pays voisins arabes, ennemis d'hier, ne sont plus vraiment les ennemis aujourd'hui. Le volet juridique de cette relation possède 2 facettes. La première, c'est évidemment la question palestinienne. Et sur ce point, le droit international donne invariablement tort à Israël. Plusieurs résolutions de l'ONU, anciennes, numéros 191 et 194,
impose théoriquement le retour des Palestiniens sur leurs terres et le respect des frontières originelles d'Israël. Cela évidemment perturbe les relations d'Israël avec ses voisins arabes, mais l'État d'Israël considère cette question juridique comme secondaire au regard des impératifs de sécurité. La deuxième facette de ce dossier juridique concerne l'occupation par Israël de terres des pays voisins arabes, et notamment l'occupation du plateau du Golan syrien depuis les guerres des 6 jours et de Kippour. Là encore, invariablement, l'ONU, résolutions 242 et 338, donne tort à Israël et demande la restitution du plateau du Golan à la Syrie. Pas appliqué, même chose, Israël considère que l'impératif de sécurité est prioritaire, a fortiori dans un climat en Israël de religiosité accrue. Ces questions juridiques ont longtemps bloqué les relations entre Israël et ses pays voisins arabes. Mais c'est en train de bouger. Ces derniers mois, on l'a vu, des accords de normalisation ont été signés entre Israël d'un côté, les Émirats arabes unis et Bahreïn de l'autre, le sultanat d'Oman pourrait suivre, et il y a donc des discussions avec l'Arabie saoudite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la question juridique est devenue secondaire dans ce dossier. Le paramètre économique est désormais beaucoup plus important. Israël, là aussi, affiche, non sans raison, un sentiment de supériorité par rapport à ses voisins. Le produit intérieur brut par habitant en Israël est de 40 000 $. C'est à peu près le niveau de la France. Autrement dit, Israël est un pays riche qui répond aux critères occidentaux. Alphabétisation très avancée, infrastructures de santé, de transport, espérance de vie au-delà de 80 ans et un très fort tissu économique de start-up, plus de 7 000. Et donc, ce dynamisme intéresse les voisins, en particulier les Émirats arabes unis qui ont développé de longue date des relations avec Israël sur la finance, la banque, la santé, l'immobilier. Et puis, il y a 2 secteurs qui intéressent particulièrement les voisins d'Israël et où les échanges se développent. Le premier, c'est la fourniture de gaz. La découverte de gisements offshore a permis à Israël de signer des contrats gaziers avec l'Égypte et avec la Jordanie. D'autre part, le matériel de surveillance, de sécurité, le matériel militaire, en particulier les logiciels de surveillance israéliens qui intéressent beaucoup les voisins saoudiens et émiratis. Bref, l'économie est un facteur majeur de rapprochement entre Israël et les pays voisins arabes. Là aussi, ce sont plutôt des facteurs de rapprochement. Il y a d'abord une forme tout simplement de passé commun, puisque les Juifs et les musulmans ont longtemps cohabité sur ces mêmes terres. Et puis, il y a surtout, on l'a dit, le sentiment, en tout cas au niveau des dirigeants politiques, de devoir faire alliance contre un ennemi commun, l'Iran. Ennemi numéro 1 pour Israël, ennemi numéro 1 aussi pour les Saoudiens et les Émiratis. S'y ajoute un allié commun, les États-Unis, et le fait que les dirigeants en place, notamment Benjamin Netanyahou et MBS en Arabie Saoudite, sont des joueurs qui aiment tenter des coups. Mais il demeure un obstacle majeur à ce rapprochement progressif. C'est le non-règlement de la question palestinienne, voire du statut de Jérusalem. Depuis le plan du roi saoudien Abdallah en 2002, la Ligue arabe conditionne la reconnaissance d'Israël à la création d'un État palestinien avec Jérusalem pour capitale. Même si les gouvernements des pays arabes ont en grande partie lâché les Palestiniens, ce sujet n'en demeure pas moins un totem sacré pour les opinions publiques de bon nombre de pays arabes. Il empêche donc, pour l'instant en tout cas, que ce rapprochement entre Israël et les pays arabes ne devienne normalisation.